Aber kann man schon ein bisschen davon Also, ich werde auch eine Person zitieren. Also, okay, nicht aber zitieren, ne, aber sagen Digitalisierung, la protection environnementale, Europas Zukunft. Migration, la souveraineté européenne. Wirtschaft. Nous sommes d'accord, l'Europe est face à de nombreux défis. Pour obtenir des résultats, il est essentiel de communiquer ouvertement et d'être à l'écoute. Pour cela, nous avons créé une plateforme, le dialogue franco-allemand. Diese Gesprächsreihe flankiert die Vorhaben des Vertrags von Aachen und soll den Zusammenhalt stärken. Das ist uns wichtig, denn wir an der Hedy School setzen uns ein für Multilateralismus und Kooperation. Ce qui fait la force et la spécificité de la relation franco-allemande, c'est le fait qu'elle repose sur un dialogue quotidien qui porte sur tous les sujets. Der souveräne Nationalstaat darf nicht verschwinden, aber wir dürfen Europa auch nicht verschwinden lassen. Gemeinsam müssen wir die Probleme lösen, nicht durch eine Abschottung von Europa und von der offenen Gesellschaft. Die deutsch-französischen Zukunftsgespräche sind eine Eventreihe mit 3 Formaten. Beim Sicherheitsforum geht es um Kooperation in der Außen- und Sicherheitspolitik. Bei Wissenschaft trifft Politik schaffen wir Synergien und verknüpfen Wissen. Und die zweitägigen Pariser Platzgespräche bieten den Rahmen für intensiven inhaltlichen Austausch. Auch mit Ihnen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Herzlich willkommen, bonjour. Sie haben mich gerade noch im Video gesehen. Bienvenue, bonjour, vous venez de me voir dans la vidéo et je viens de me connecter et vous me voyez. Bienvenue à notre dialogue franco-allemand. Nous avons nombre d'intervenants avec nous. Nous avons également des intervenants qui vont nous rejoindre en ligne et nous sommes ravis aujourd'hui de parler avec vous des tout doux franco-allemands. Je m'appelle Heidi Breuer, je travaille pour le Centre Jacques Delors de la Hertie School et suis responsable du dialogue franco-allemand au sein de cette institution. Nous sommes ravis d'avoir avec nous Miguel Berger, secrétaire d'État au sein du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Berger, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, merci. Miguel Berger, depuis le printemps 2020, vous êtes secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères. Vous êtes responsable des départements politiques et de la politique en Asie, en Pacifique et en Europe. Et également, vous êtes responsable du chargé de crise. Vous avez sans doute nombre de tâches à accomplir. C'est pourquoi nous sommes ravis que vous ayez pris le temps de réaliser une petite présentation en début de cet événement et de nous dire ce qui va intéresser la France et l'Allemagne au cours des mois, des semaines et peut-être même des années à venir. Je vous passe la parole. Oui, Madame Breuer, merci beaucoup. Si j'ai bien compris, je dois réaliser cette présentation en anglais. Je suis ravie que vous me posiez la question.
Pour l'ensemble de nos participants, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Donc voilà, vous pouvez choisir sur l'interface Zoom la langue que vous souhaitez entendre. Vous, Monsieur Berger, vous devez choisir une langue, mais vous avez le droit de choisir la langue que vous souhaitez. Merci beaucoup. Donc, je vais tenir ce discours en anglais, ce qui sera peut-être plus intéressant pour nos participants internationaux. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de participer à la dernière partie de votre rencontre de 2 jours, donc le dialogue franco-allemand, qui a accueilli un grand nombre d'invités passionnants. C'est également un grand plaisir de coopérer avec le Centre Jacques Delors. Merci au Centre de nous réunir. Si je regarde le titre de l'événement d'aujourd'hui, donc les to-do franco-allemands, nos tâches, cela nous montre qu'il nous faut soumettre des propositions concrètes. Si je regarde ce qui s'est passé au cours des dernières journées, je pense que nous avons assisté à des réactions extrêmement positives dans les médias, mais aussi également dans la sphère politique en France par rapport au nouvel accord de coalition décidé en Allemagne. Et comme d'habitude, la première visite officielle du chancelier Olaf Scholz, mais également de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, donc tous deux se sont rendus à Paris afin de souligner le fait que Paris demeure notre partenaire principal. Il s'agit là d'une relation d'une profondeur extraordinaire. À tous les niveaux, nous coordonnons nos politiques. Je peux dire que les différents ministères, il y a également un échange étroit entre les ministères des Affaires étrangères. Tous les 10 années, j'échange avec François Delattre du Quai d'Orsay. Nous avons à tous les niveaux véritablement une coordination en profondeur. Et si je regarde le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019 et les différents projets qui ont découlé de ce traité, je peux dire que si je devais choisir un titre pour cette coopération, je dirais que la coopération franco-allemande vise à servir, à être au service de l'Union européenne. Donc, tout ce que nous faisons, voilà, on l'a vu d'ailleurs en mai de l'année dernière, avant que l'Allemagne n'assume la présidence du Conseil de l'Union européenne avec un accord par rapport aux 500 milliards du plan de relance européen. Donc, il s'agissait d'envoyer un signal de solidarité à l'égard des pays du sud de l'Europe. Quand nous adoptons des positions communes, elles vont toujours dans le sens d'une évolution de l'Union européenne. La France va avoir la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir de janvier et nous l'avons vu la semaine dernière. Le président Emmanuel Macron a donné une conférence de presse et a présenté ses objectifs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain soulagement à Paris de voir qu'effectivement l'accord de coalition avait été conclu dans les temps, de telle sorte que le nouveau gouvernement est déjà là au moment où la France va prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. L'Allemagne va recevoir la présidence du G7 du Royaume-Uni également en janvier et bien évidemment, nous viserons à mettre en place des synergies entre notre présidence du G7. Il s'agira donc de la question de la lutte contre la pandémie du Covid, la lutte contre le changement climatique. Donc voilà, on abordera ces questions également dans le cadre du G7. J'aimerais évoquer différents domaines prioritaires de notre agenda à l'ère post-élection en Allemagne.
Tout d'abord, je pense aux questions économiques et financières qui jouent ici un rôle central. Je parle ici au nom du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit là, de notre point de vue, des questions majoritaires, des questions prioritaires. Nous sommes en train de mettre en œuvre la nouvelle génération de programmes européens. Donc, les 750 milliards qui seront dépensés au cours des 2 prochaines années afin de mettre en place des emplois durables, donc des moyens qui seront investis au nom de la numérisation, notre gouvernement se concentrera véritablement sur la relance de l'économie. Nous espérons qu'en dépit de la nouvelle vague du coronavirus, la relance européenne se maintiendra, mais je dois dire que nous sommes très inquiets par rapport à l'inflation qui se manifeste et qui vient renforcer les problèmes auxquels nous sommes confrontés avec, par exemple, la livraison de micropuces. Le prix des conteneurs a largement augmenté, donc on voit qu'il y avait effectivement un effet de ralentissement du développement économique au sein de l'Union européenne et il s'agit là effectivement d'une évolution qui nous inquiète. Donc, la question de la durabilité, les investissements dans la numérisation. Il s'agira donc de points essentiels au cours des années à venir. Et il me semble que ce que nous avons commencé à faire l'année dernière, c'est de renforcer la résilience, le potentiel résilient de l'Union européenne. Donc, on s'intéresse aux lois sur la concurrence et nous essayons d'éviter une situation, notamment par rapport à la Chine, où il y a un manque d'équité. Il s'agit donc là de processus que la France et l'Allemagne doivent guider. Il s'agit également de la question de l'avenir de l'industrie, dans la mesure où l'Allemagne a réalisé des changements importants en termes d'approche. Par le passé, nous étions suspicieux par rapport à l'idée d'une politique industrielle. À l'heure actuelle, on se rend compte qu'il nous faut investir dans le cloud européen. Il faut également investir dans la production de piles en Europe et également sur le marché de l'hydrogène en Europe. Et il me semble que les gouvernements doivent montrer la voie du progrès et soutenir le secteur privé dans ces domaines. On peut parler ici d'un alignement. Quelles sont les divergences que je constate? Des divergences peut-être sur un sujet souvent mentionné à Paris, la question de la politique énergétique. On voit que le nouveau gouvernement allemand fera tout ce qui est en son pouvoir afin d'augmenter la production d'énergie renouvelable. On voit à l'inverse en France que le président Emmanuel Macron met l'accent de plus en plus sur l'énergie nucléaire. Donc, un sujet délicat à cet égard, c'est la question de la taxonomie. D'ici la fin de l'année, la Commission européenne devrait formuler une proposition afin de prendre une décision pour savoir si l'énergie nucléaire peut être considérée comme une énergie verte. De notre point de vue, il est clair que nombre de pays européens estiment qu'ils auront besoin de l'énergie nucléaire pour obtenir la neutralité carbone. De notre point de vue, nous considérons que l'énergie nucléaire ne peut pas être considérée comme une énergie verte. Il y a donc encore des divergences en matière de politique commerciale. Pour nous, un commerce libre, des échanges libres avec bien évidemment la question de la durabilité et de normes fondamentales joue un rôle très important. Les tendances
par rapport aux accords qui ont été passés avec le Chili, le Mexique et l'Australie, avec d'autres pays asiatiques, nous estimons que si l'Europe souhaite être un acteur économique pertinent à l'avenir, il est impératif de rester actif à l'échelle internationale en termes de politique commerciale. Dernier aspect que j'aimerais évoquer, la crise du Covid avec Omicron, la variante Omicron qui prend de plus en plus d'ampleur en Europe. Nous avons nos propres réserves de vaccins. Que peuvent faire la France et l'Allemagne pour renforcer l'approche multilatérale de l'Organisation mondiale de la santé, la question de la production de vaccins dans les pays du tiers-monde, et également l'accord pris lors du G20 à Rome, à savoir que 70% de la population mondiale devrait être vaccinée d'ici l'été prochain. Il s'agit là d'un objectif extrêmement ambitieux. Pour l'atteindre, il nous faut coopérer, mais si nous regardons ce qui se passe au sein de l'Union européenne, je pense que la France et l'Allemagne s'accordent à dire que nous ne souhaitons pas que les frontières soient à nouveau fermées en Europe. Nous le voyons à l'heure actuelle. Donc, si je pense par exemple au Grand Est du côté français, et au Land de la Sarre et du Bade-Württemberg en Allemagne. Par le passé, les frontières ont été fermées. Nous ne souhaitons pas répéter cette expérience et je pense que nous avons réussi à mettre en œuvre une coordination à l'échelle européenne et nous viserons à maintenir également les activités du marché. Le changement climatique, je pense que la France et l'Allemagne travailleront ensemble dans ce domaine. Concernant le programme Fit for 55, il s'agit là de 12 à 13 paquets législatifs qui doivent être discutés, débattus au cours des 1 à 2 années à venir. Et nous envisageons, donc, et d'ailleurs cela a été ancré dans notre accord de coalition, nous estimons que la neutralité climatique et les progrès industriels nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que si nous collaborons avec d'autres pays industriels qui partagent les mêmes objectifs. Alors, on l'a appelé le Club international du climat. Et le fait que beaucoup de pays avant et pendant la COP26 à Glasgow se sont engagés à une neutralité climatique d'ici à 2050 ou l'Inde, la Russie 2060. Entre les pays occidentaux, il y a une véritable possibilité de créer un club climatique qui pourrait faciliter l'introduction des mesures comme les ajustements de carbone et autres qui ne correspondent pas aux règles des échanges mondiaux et pourraient créer des difficultés puisqu'ils pourraient paraître comme une interruption des échanges et être protectionnistes. Et l'autre grand domaine sur lequel nous nous concentrons, c'est la sécurité étrangère et la politique de la défense. Nous coopérons avec la France sur le Sahel, le Mali, après l'Afghanistan. Le Sahel est de loin l'engagement militaire le plus grand de l'Allemagne. Nous sommes confrontés à un environnement sécuritaire très difficile, mais le défi du terrorisme international est là et croissant, donc nous devons développer ensemble une stratégie pour le maîtriser. En Allemagne, je pense que l'on s'attend très clairement à travailler avec ce que nous avons appris de 20 ans d'engagement en Afghanistan, d'approche réaliste sur ce genre d'engagement. Ce n'est pas nouveau. Notre engagement au Sahel doit être renforcé, même s'il n'est pas nouveau. Nous coopérons également au niveau de l'Afghanistan et de l'aide humanitaire en essayant de soutenir l'éducation des filles
la fourniture de services sanitaires de base. Et l'OTAN est également un grand domaine. Et ça, c'est intéressant. D'un côté, nous travaillons à l'intérieur de l'Union européenne pour la première fois à un paquet basique de sécurité, un dispositif qui est le compas stratégique et les conclusions que nous voulons en tirer. Et plus ou moins en même temps, nous travaillons au sein de l'OTAN à un nouveau concept stratégique qui comporte tous les défis que nous avons eus depuis 2010 dans l'arène internationale. Maintenant, nous débattons des défis de de la présence russe à la frontière de l'Ukraine. Nous travaillons à un format de Normandie, donc c'est un défi vraiment fondamental où l'Allemagne et la France doivent coopérer. Souvent, nous entendons que les questions de l'autonomie stratégique sont un point de discorde, mais permettez-moi de vous dire que nous avons aussi eu des déclarations très claires. Si je me souviens, le président Macron, la semaine dernière, a dit dans sa conférence de presse que ce que nous faisons au niveau de l'autonomie stratégique en Europe est complémentaire à notre partenariat transatlantique et le renforcement de l'OTAN. Donc, nous évoluons dans le bon sens, je pense. Et mes deux derniers points que j'aimerais mentionner afin de ne pas m'éterniser, quelque chose qui a également été souligné par le président Macron est la question de la migration. Nous avons vu les défis. Loukachenko qui a essayé d'utiliser les migrants afin d'exercer une pression sur l'Union européenne. Donc oui, il faut faire quelque chose pour renforcer notre politique de la migration et les frontières externes. Mais en même temps, et surtout pour ce gouvernement, il est absolument clair que nous souhaitons maintenir la politique d'asile qui a été développée et qui est actuellement mise au défi quand je regarde des pays comme la Pologne ou autres qui essayent de changer les règles du jeu. Donc, malgré les énormes enjeux que pose Loukachenko, à notre avis, ce n'est pas une raison du tout pour changer notre politique d'asile. Le dernier point, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe où l'ambassadrice de France, Anne-Marie Descaudes, et moi-même avons publié un programme et ce sera finalisé sous la présidence française. Nous espérons que beaucoup de participants seront au rendez-vous avec leurs idées et projets sur le genre d'Union européenne que nous souhaitons avoir dans 10-15 ans. Et notre accord de coalition dit que l'Allemagne est ouverte à développer, à partir de la conférence sur l'Europe, aussi des changements possibles aux législations européennes, des modifications, des amendements constitutionnels, si vous voulez l'appeler ainsi. Et ça n'a pas été bien reçu dans d'autres pays. Mais je pense que nous travaillons ici conjointement afin de trouver un résultat substantiel pour l'avenir de l'Europe. Laissez-moi terminer en disant que nous nous réjouissons beaucoup d'avance de la présidence française du Conseil de l'Europe et le gouvernement français peut être assuré de notre plein soutien pour une présidence très réussie. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État. Je pense que nous avons reçu un très bon aperçu sur la diversité des projets et des coopérations possibles entre la France et l'Allemagne. J'aimerais tout de suite passer à notre panel. Nous avons d'excellentes panélistes aujourd'hui. À côté de moi, Hélène Kohl, journaliste indépendante, podcasteuse, Kerstin Gammelin de la Süddeutsche Zeitung, qui est rédactrice de la rédaction parlementaire. En ligne, Sophie Ponchligel. Bonjour Sophie, du Centre européen de la politique, où tu mènes le programme Connecting Europe. Comme Monsieur Berger vient de le dire,
Les entretiens de la place de Paris ont également des débats. Et ce matin, un participant a dit, d'ici à 2022, la France ne sera plus une démocratie. C'est une thèse assez osée. Je suis curieuse de voir si nous allons le souscrire ou bien rebeller contre cette thèse. Je voulais dire rapidement que peut-être nous allons parler du nouveau gouvernement allemand en passant par la politique européenne vers les élections en France, afin de démarrer directement avec le gouvernement allemand. M. Berger a souligné l'importance de la coopération franco-allemande et on le voit également. La première visite de sa carrière de chancelier, le chancelier Scholz s'est rendu en France. Comment s'est passé cela avec Macron? Et ailleurs, tous ceux qui écoutent, toutes celles et tous ceux qui écoutent. Emmanuel Macron, quand il est venu voir Angela Merkel, juste après son élection, il avait parlé du charme des débuts, en faisant référence évidemment au célèbre poète allemand. Et je crois qu'ils l'ont ressenti aussi un petit peu à l'Élysée au moment de cette visite de Olaf Scholz, et aussi la veille déjà avec la visite de Annalena Baerbock. J'ai pu avoir des échos de personnes dans l'entourage du gouvernement français et des personnes qui avaient préparé ces visites, exactement. Et ils disaient, voilà, il s'est passé quelque chose. Après, il faut voir comment ça va se concrétiser. Évidemment, il y a beaucoup d'attentes. Du côté de Paris, on a lu extrêmement en détail les 177 pages de ce contrat de coalition. Je crois que j'ai beaucoup d'interlocuteurs ici en Allemagne qui sont agréablement surpris et d'ailleurs disent bravo aux Français qui se sont tapés toute cette lecture en détail. Et donc, il y avait une attente sur ce contrat de coalition. On a eu le contrat de coalition, on l'a lu. Il y avait une autre attente sur maintenant, il va falloir se voir et avancer. Alors, Olaf Scholz n'est pas un inconnu à Paris. Il y a déjà des ponts, des liens qu'il a établis quand il était au ministère des Finances ici à Berlin. Mais aussi avant, il a été plénipotentiaire pour les questions franco-allemandes. Donc, il y a des choses, des liens qui ont été tissés. Et puis, de toute façon, les équipes restent. À l'ambassade, dans les think tanks, dans les fondations politiques allemandes. Et je crois que les choses étaient préparées. Enfin, on ne se lance pas dans un inconnu complet. Peut-être qu'il y aura plus de surprises après la présidentielle française, quand les Allemands devront s'adapter à ce qui va se passer après le vote des Français. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes et que pour l'instant, les Français sont plutôt satisfaits de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent. Mhm. Ja, vielen Dank für diesen ersten Überblick. Merci pour ce premier aperçu. Tu avais, et ça, j'aimerais te demander directement, Hélène, tu avais dit les élections en Allemagne ne changent pas grand-chose dans les relations franco-allemandes. Il y a un nouveau chancelier, il y a de nouveaux partis également. Pourquoi il n'y a rien qui change? Évidemment, on change de personne. On sort de 16 années avec Angela Merkel et le style d'Angela Merkel. Les choses très bêtes. Moi, je suis journaliste ici à Berlin et je me dis, quand Olaf Scholz va tenir sa première conférence de presse, quand le président français va venir lui rendre visite, comment ça va se passer? Est-ce que ça sera exactement le même rituel qu'avec Angela Merkel? Donc forcément, il va y avoir du changement. Après, Olaf Scholz a fait campagne sur cette continuité. Donc il y a une continuité et une rupture dans la continuité parce qu'il gouverne avec deux partenaires qu'on n'a jamais vus à Berlin avec le SPD. C'est évidemment totalement nouveau et on sent dans ce contrat de coalition qu'il y a une impulsion nouvelle. Et je crois que c'est plus le cadre de ce dialogue franco-allemand qui va être un peu changé. On fait les choses différemment. Même on l'a vu pendant les négociations de coalition. On nous avait annoncé des négociations interminables, ça va être très compliqué. Et finalement, ces trois partis ont fait un peu sauter le cadre qu'on avait pu connaître depuis 16 ans avec Angela Merkel pour arriver avec une façon différente d'aborder finalement des sujets qu'on connaît. Évidemment, on va parler des sujets qui sont déjà sur la table depuis des années et ça vient d'être rappelé. Mais peut-être d'une façon différente, peut-être avec des impulsions différentes et peut-être que les choses vont changer un petit peu dans l'esprit aussi où Emmanuel Macron, quand il est arrivé, il a changé un petit peu les choses. Je crois que c'était très important pour les Français, ça a été dit au cours de ces 2 jours, d'avoir un partenaire allemand en place à Berlin au moment de cette présidence du Conseil, donc à partir du 1er janvier. Je crois que c'était important pour les Allemands aussi d'être efficaces au moment où ils vont prendre le G7. Le cadre est là, les planètes sont alignées, et maintenant, attendons de voir comment le cosmos va se mettre en place.
Du hast gerade schon die neuen Koalitionspartner. Alors, tu viens de parler des nouveaux partenaires de la coalition. Lors des élections parlementaires, je me souviens que certains interlocuteurs français étaient surpris, voire sceptiques, en ce qui concerne le ministre des Finances, Christian Lindner, de la FDP. Est-ce que c'est un scepticisme justifié ou qu'en dis-tu? Comment est-ce que tu vois, toi, la coopération entre la France et l'Allemagne avec le ministre des Finances Lindner? Eh bien, ce n'était pas qu'en France, c'était dans toute l'Europe, puisque d'abord, Christian Lindner est chef de son parti et a un appareil de 600 personnes dans son parti qui ont travaillé pour lui, mais qui en fait étaient dépendants de lui parce que sans chef de parti, l'appareil du parti n'est plus existant. Et il a reçu le ministère des Finances avec 36 000, avec 63 000 salariés. C'est comme une petite ville en Allemagne ou en France. Et il y a des fonctionnaires dans ce ministère qui sont là depuis 20 ou 30 ans et qui travaillotent. Ils ont leur schéma de travail. Et en allemand, on dit ça m'est égal qui est le ministre sous moi. Donc, ceux qui travaillent dans les ministères voient le ministre comme étant soumis à eux. Ça, c'est une chose. Et l'autre côté, c'est aussi la politique de M. Lindner, qui était non pas le chef de l'opposition, mais dans l'opposition. C'était très clair, la stabilité, stabilité et encore plus de stabilité, que les pays du Sud fassent leurs devoirs. Et nous ne pouvons pas continuer de donner de l'argent à tout un chacun. Et il était très sceptique par rapport au fonds de reconstruction que Scholz, le maire et Macron, puis Angela Merkel l'avaient fait avancer, et bien sûr la Commission européenne. Et Christian Lindner, lors des entretiens de sondage, a dit qu'il a fait en sorte que la politique financière sera stricte, qu'il y aura un frein à l'endettement, et ça dans la zone euro et dans toute l'Europe où l'endettement a explosé à cause du Covid. Et d'autres dettes existaient déjà, et à cause de la politique de 0%, ces dettes ont pu être refinancées plus ou moins. Le ministre allemand des Finances, le plus puissant en Europe, dit, eh bien, on ne va pas continuer à faire comme ça. Chacun doit un petit peu réduire ses dettes. Les intérêts sont trop bas, il faut les augmenter. C'était clair que l'Italie, l'Espagne, mais aussi la France seraient en difficulté puisque la France a également une montagne de dettes entre-temps. Et c'était d'autant plus surprenant que Christian Lindner, quand il était à Paris hier, en fait, fait comprendre qu'il était prêt à une certaine flexibilité, qu'il était auprès de Bruno Le Maire plutôt ouvert à cela, que certaines zones de croissance pourraient être poussées, même à l'intérieur des règles du contrat. Et puisque si vous avez lu le contrat de coalition, c'est marqué le pacte européen de la stabilité doit être simplifié et devenir plus transparent. C'est-à-dire que l'Allemagne est prête à changer quelque chose, et c'est pour ça que hier, c'était un premier pas, Monsieur Lindner auprès de Monsieur Le Maire, de réduire un petit peu ses angoisses. Merci beaucoup, Kerstin. Bonjour, Sophie. J'ai une question qui s'adresse à toi. Nous avons parlé de l'accord de coalition lors des entretiens exploratoires qui ont lieu hier et aujourd'hui. Un participant a dit l'accord de coalition, au final, représente la première réponse de l'Allemagne au discours de la Sorbonne tenu par Emmanuel Macron il y a 4 ans. Es-tu d'accord? Partages-tu cet avis?
Je vais parler en français et je m'excuse pour les anglicismes parce qu'à Bruxelles, on a tendance à parler anglais. C'est une très, très bonne question et je pense que je partage ce point de vue puisque, enfin, en 2020, disons qu'il y a eu quand même une réponse avec le plan de relance, mais c'est vrai qu'avec le discours de la Sorbonne en 2017, il n'y a pas vraiment eu de réponse allemande et c'était dû, bien entendu, au processus électoral avec des négociations qui étaient très, très longues en 2017, mais après le sommet de Meseberg en juin 2018 qui était quand même très décevant, où on n'a pas vraiment trouvé de solution politique et qu'en fait, surtout sur la zone euro, on a continué avec des discussions techniques. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas eu grand-chose en 2018 et 2019. Et après, en 2020, on a eu le plan de relance qui était quand même une initiative franco-allemande qui a un peu recommencé ou redonné un dynamisme à la relation franco-allemande. Mais c'est vrai que d'un point de vue allemand, l'Allemagne était plutôt peu ambitieuse en ce qui concerne la politique européenne. C'était une préservation du statu quo et ça ne correspondait pas à l'ambition qu'avait Macron pour Bruxelles. Et je pense que, en tout cas, le chapitre dans le contrat de coalition qu'on a pu lire est très, très ambitieux. Ça montre un début de plus de dynamisme peut-être, mais c'est vrai qu'il va falloir attendre maintenant les élections présidentielles en avril et ensuite aussi les élections parlementaires en juin. Donc je pense qu'on va vraiment, sur le long terme, pouvoir savoir s'il y aura un nouveau dynamisme dans la relation franco-allemande à partir de l'été prochain. Je l'espère. Et puis, le retour aussi à comment ils appelaient ça, la méthode une méthode plus supranationale et pas nécessairement intergouvernementale du côté allemand est aussi une très bonne chose, je dirais. Sätze und Ankündigungen im Koalitionsvertrag habe ich noch. Dans l'accord de coalition, donc par rapport à cet accord, j'ai une autre question. Il y a un détail très intéressant dans cet accord. Les Verts, donc le parti des Verts, le parti vert, peut désormais proposer la nouvelle commissaire. Chaque pays envoie un ou une commissaire à Bruxelles. À l'heure actuelle, c'est Madame von der Leyen qui n'appartient pas au Parti vert. Qu'en est-il de ce détail? Qu'est-ce qu'espèrent les Verts? Oui, c'est un point très intéressant. Je pense qu'on peut vraiment voir que le chapitre européen dans le contrat de coalition a une main très verte, je dirais. Ils ont vraiment réussi à mettre des points dans ce chapitre qui, à mon avis, était très important pour les Verts et on voit moins peut-être les libéraux et les sociodémocrates sur ces sujets. L'idée des Verts, c'était bien entendu de faire en sorte qu'Ursula von der Leyen se mette du côté des Verts pour tout ce qui concerne les réformes institutionnelles, pour faire en sorte qu'on ait un processus de Spitzenkandidaten et des listes transnationales. D'ailleurs, c'était aussi une proposition de Macron, donc je pense qu'il est très content sur ce point-là. Il est peut-être un peu moins content sur l'initiative du Parlement européen, qui est aussi dans le contrat de coalition. Du côté français, il y avait un peu moins d'intérêt pour cette réforme-là, mais je pense qu'on peut vraiment voir une ouverture en ce qui concerne la réforme des traités. Après, ce que j'aimerais quand même dire, c'est que pour l'instant, on est dans une situation où on n'utilise pas les traités en tant que tels. On voit ça, par exemple, sur la politique migratoire, où on n'utilise même pas, en fait, les possibilités qu'on aurait avec le traité de Lisbonne, parce que c'est une situation politique qui est extrêmement difficile et qu'on a encore des pays et des États membres comme la Pologne ou la Hongrie qui sont extrêmement réticents. Donc, je pense que même, il faut le rappeler, même si on a un couple franco-allemand à partir de 2022 qui a un dynamisme plus important, c'est pas encore dit qu'on va réussir à avancer dans l'Union européenne. Donc, je crois que ça a été dit aussi pendant toutes les discussions, c'est que la relation franco-allemande est nécessaire pour faire avancer l'Europe, souvent, mais elle n'est pas suffisante et qu'il faut faire en sorte justement de trouver des solutions. Et peut-être encore un point que je trouvais intéressant, parce que ça a été dit sur la taxonomie avant par M. Berger, qu'il y a des points de conflit. Il y a toujours eu des points de conflit entre la France et l'Allemagne et c'est ça aussi qui fait la force du couple, je dirais, puisque une fois que la France et l'Allemagne ont réussi à trouver un accord, souvent ils réussissent justement à allier des États membres avec des positions extrêmement différentes. Donc j'espère aussi qu'on va pouvoir trouver une solution sur la taxonomie ou même sur la politique de défense et de sécurité. Ja, danke nach Brüssel. Ein guter Moment für deutsch-französische. Merci beaucoup.
Je crois qu'à partir du 1er janvier, nous aurons un fort potentiel puisque la France assumera la présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc, au sein du Conseil de l'Union européenne, la présidence tourne sur un système de rotation, donc elle change tous les 6 mois et ce sera le tour de la France dans 3 semaines. À partir du 1er janvier, la France pourra donc définir ses propres priorités. Hélène, qu'est-ce que la France a Alors, ça prévu va être pour une cette législature présidence? spéciale parce qu'il y a effectivement ces élections, cette élection présidentielle au mois d'avril, et puis ensuite les élections législatives pour renouveler l'Assemblée nationale au mois de juin. Donc la France va être en gros pendant 6 mois en campagne électorale. Elle l'est déjà. On suppose qu'Emmanuel Macron va être candidat. Pour l'instant, il ne s'est pas encore prononcé dans ce sens. Donc, il va falloir qu'il agisse très vite. Cette présidence française du Conseil, en fait, il faut qu'il avance très vite des dossiers, donc en 3 mois. Donc, il a énuméré quelques dossiers assez concrets. Il y a cette réforme de la politique migratoire en Europe et le renforcement des frontières, revoir éventuellement Schengen, etc. Enfin, pour protéger Schengen, comment est-ce qu'on peut justement aider ces pays qui sont les pays qui aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'est très intéressant parce que c'est évidemment aussi un sujet qui fait écho à la campagne électorale française. Donc là où ça va être intéressant, et moi ça m'intéresse beaucoup de voir ça, c'est comment est-ce qu'il va tenir cette ligne de crête, d'être dans une posture neutre, c'est ce qu'on attend finalement du pays qui a cette présidence européenne. Elle doit mener les débats, parler avec tout le monde, ce pays doit être à l'écoute de tous. Il ne s'agit pas là de défendre les intérêts français dans un positionnement. Et donc, c'est intéressant de voir que Emmanuel Macron était, il y a quelques jours, à Budapest pour rencontrer Viktor Orban. Il l'a présenté comme un adversaire politique, mais un partenaire européen. Donc, c'est vraiment dans cette optique, il se glisse dans ce costume d'arbitre suprême et de personne qui va devoir animer les débats. Donc, ces questions-là, évidemment, il va falloir cette conférence pour le futur de l'Union européenne, il va falloir qu'il arbitre tout ça. Honnêtement, c'est beaucoup de travail. Je sais que les équipes françaises à Bruxelles préparent ça depuis fort longtemps. Comment est-ce que ça va s'articuler avec la crise du Covid qui peut suspendre beaucoup de choses, mettre beaucoup de choses à plat et changer la donne? Et surtout, est-ce qu'il pourra, c'est l'objectif évidemment de l'Élysée, c'est de lancer des dynamiques, avoir très vite des résultats et peut-être concrétiser à partir du mois de mai. Et ça, c'est juste un point d'interrogation, quoi. On ne sait pas exactement, sera-t-il encore aux manettes à l'Élysée au printemps, Monsieur Macron? Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il compte aussi sur cette bonne connexion avec l'Allemagne. Parce que pour le coup, en Allemagne, on sait qu'on va avoir une stabilité sur au moins un moyen terme. Et donc, est-ce qu'il va y avoir une sorte de dialogue franco-allemand, c'est le nom de notre réunion aujourd'hui, mais tout en étant, c'est ça, je pense que c'est la liste dans les to-do franco-allemands des prochains mois, toujours avoir en tête que l'Europe, c'est pas la France et l'Allemagne seulement. Et la France toute seule, c'est pas l'Europe, et l'Allemagne tout seul, c'est pas l'Europe. L'Europe, on est 27, et il faut qu'on avance tous ensemble. Europa ist nicht nur Deutschland, Frankreich, aber schon auch. La France, ce n'est pas que la France et l'Allemagne, mais c'est aussi la France et l'Allemagne. Kerstin, parmi les projets cités par Hélène et évoqués également par Monsieur Berger, donc quels sont les projets de l'Allemagne au cours des 3 mois précédant l'élection présidentielle en France? Nombre de choses ont déjà eu lieu. Il y a eu une conférence de presse cette semaine où de grands projets ont été évoqués. Je ne pense pas que ces 3 mois vont être suffisants pour mettre en œuvre de grands projets. Je pense qu'au cours de ces 3 mois, donc voilà, le gouvernement allemand prend ses fonctions. Le gouvernement français va bientôt quitter le pouvoir. Et je ne crois pas qu'il y aura là de grandes décisions qui seront déjà mises en œuvre. Je pense qu'il y aura des déclarations d'intention et voilà, la question de la pandémie du coronavirus est bien évidemment une priorité, ce qui cache d'autres aspects importants pour la population européenne, donc l'inflation qui ne pose pas encore autant de problèmes en France qu'en Allemagne. Dans les pays baltes, il s'agit déjà d'une très forte inflation. Comment réagir?
Quelles sont les mesures que l'on peut prendre? Est-ce que l'on peut subventionner les prix? Est-ce que cela sera autorisé ou pas? Ensuite, la question des prix de l'énergie qui, en raison du coronavirus, mais également en termes de difficultés d'approvisionnement, donc des prix qui ont largement augmenté. Cela signifie que la population doit dépenser de plus en plus pour le chauffage, pour les transports, etc. Et on voit qu'une crise se profile à l'horizon et la présidence française devra aborder ces questions et proposer des solutions. Également la question de la croissance. Comment peut-on mettre en place une croissance qui respecte le climat? Donc, comment est-ce qu'on peut réformer l'industrie, la transformer? Il y aura également des débats passionnants puisque Paris, la France, dit que l'énergie nucléaire est une énergie verte et c'est ce que nous souhaitons avoir, tandis que l'Allemagne a une position extrêmement idéologique sur la question. Et voilà, et refuse donc l'énergie nucléaire puisqu'il y a le problème des déchets nucléaires. La solution, c'est l'hydrogène. Donc, on verra quelle sera la réponse de l'Allemagne si la France obtient une majorité au sein de la Commission européenne pour déclarer que l'énergie nucléaire doit être utilisée pour la production d'énergie hydrogène. Donc voilà, ces sujets seront évoqués au cours des prochains mois et bien évidemment également des questions de sécurité, la question de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. La migration demeure un problème sans solution. On peut parler de ces questions, mais est-ce qu'on pourra y apporter une réponse? Il n'y aura pas en tout cas de solution définitive, mais peut-être quelques progrès en tout cas. Revenons peut-être une fois de plus sur les projets concrets dans le cadre de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Il s'agit là d'une question de l'une des participantes dans le chat. Si l'on parle de la conférence sur l'avenir de l'Europe, il me semble, Sophie, que tu es l'une des expertes de la question à Bruxelles. Il y a certainement d'autres expertes à Bruxelles, mais en tout cas, tu es notre experte ce soir sur la question. Peut-être que tu peux nous dire 2 phrases par rapport à cette conférence. C'est quoi cette conférence et où en sommes-nous en termes de processus? Et ma question suivante, est-ce qu'il s'agit là d'un projet démocratique ou de la poudre dans les yeux? J'aurais préféré parler d'état de droit. On me demande toujours sur la conférence comment ça se passe. Donc, je vais y répondre. Je pense que la conférence, c'était quand même une idée macronienne à la base, qui était pensée il y a plus de 2 ans. À cause de la pandémie, ça a été repoussé d'1 an. Ça s'appelle conférence alors que c'est un processus qui dure finalement plus d'1 an et c'est censé finir en mai. Ça sera donc après les élections présidentielles et ça veut dire que le ou la nouvelle présidente française, parce qu'on ne peut pas être sûr que Macron va être réélu, sera responsable du rapport ou du coup des résultats qui vont en découler. Je pense que il y a plusieurs problèmes avec la conférence, mais le principal problème que moi je vois, c'est qu'il y a différentes opinions sur qu'est-ce que ça devrait être. En fait, il y a eu des institutions, il y a eu tout un débat politique sur comment est-ce que ça devrait, le design de la conférence finalement. Mais le grand problème que je vois, c'est qu'il y a certains qui voient ça plus comme un exercice de communication des institutions européennes envers les citoyens européens, ce qui est tout à fait justifié. Les autres voient ça comme vraiment un processus qui pourrait mener vers une convention pour des changements des traités européens. Et les troisièmes voient ça surtout comme un processus délibératif, ce qui veut dire que le résultat est ouvert, que ça serait par exemple comme une convention sur le climat qu'on a vu en France. Le problème, c'est qu'il y a des éléments tous les trois dans cette conférence. Il y en a qui mettent l'accent plus sur une chose ou sur l'autre. Donc, on ne peut pas encore, je dirais, juger du résultat. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'en tirer les leçons et de faire en sorte qu'en mai, on prenne ces résultats au sérieux, surtout le processus délibératif avec les citoyens qui sont vraiment regroupés, qui ont parlé et qu'on prenne au moins les citoyens au sérieux pour éviter justement que ça fasse un backlash, comme on dit,
On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est prévu pour mai. Aussi, et c'est ce que disait, voilà, enfin, c'est ce qui avait été dit pour faire en sorte que le débat national et que la période électorale en France ne s'en mêle pas et ne s'immisce pas dans ces débats. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut faire extrêmement attention justement à ces périodes électorales. En sachant, en Allemagne, juste avant les élections, on n'a pas trop parlé d'Europe, ça a été souvent critiqué. En France, on en parle un tout petit peu plus. On a vu par exemple aussi Valérie Pécresse, qui est la candidate des Républicains, parler d'Europe avec une tribune dans Le Monde. Donc on voit qu'il y a quand même plus d'intérêt pour l'Union européenne, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il parle de l'Europe de manière positive ou très pro-européenne. On a entendu parler Barnier, par exemple, qui parlait de l'indépendance des juges au Luxembourg de manière très négative, ou encore de l'immigration. Il faut faire extrêmement attention aussi à ce que les débats européens ne s'immiscent pas, ou bien que plutôt les débats électoraux en France ne s'immiscent pas dans les débats européens pour faire en sorte qu'on puisse avancer, parce que c'est une période assez sensible en France en tout cas. Et je pense que c'est aussi important pour le gouvernement allemand de s'en rappeler que c'est une sensibilité qu'il faut avoir, et que pour en revenir à la politique fiscale et économique, par exemple, c'est ce qui avait été dit aussi avant, c'est que c'était très important justement que la France attende le résultat des élections parlementaires en Allemagne pour parler, par exemple, d'un changement dans le pacte de stabilité et de croissance qui a été fait, et ce qui permet aussi au pays, en fait, voilà, de s'en occuper tout d'abord avant de parler aux partenaires européens. Vielen Dank, Sophie. Es gibt Merci, Sophie. Il y a une question d'Audrey Mathieu que je te passerai tout de suite avant de parler des élections présidentielles en France et de la campagne électorale. Le pacte de stabilité. Le contrat de coalition est ouvert par rapport à un pacte de stabilité. Pensez-vous qu'il peut y avoir un compromis avec la France, notamment par rapport au développement de ce pacte? Question de nouveau. Je pense que ça dépend vraiment du résultat des élections. Si Macron est réélu, comme il y a vraiment une ouverture, une flexibilité, comme l'a déjà dit Kerstin de Christian Lindner, auquel moi, par exemple, je ne m'attendais pas du tout, je pense qu'il y a une possibilité de voir une vraie avancée, mais il faudrait aussi faire en sorte qu'il y ait une vraie feuille de route avec des nouvelles initiatives franco-allemandes, et qu'on vraiment on prenne ça au sérieux, et que ce ne soit pas juste de nouveau des belles paroles et du symbolisme, ce qui est souvent le cas malheureusement dans les relations franco-allemandes, mais qu'on voit vraiment des avancées concrètes et qu'on essaye de trouver une solution pour réformer le pacte de stabilité et de croissance. Et comme ça avait été dit aussi avant, pendant les discussions qu'on avait eues, que ça soit lié à la transition climatique en particulier, mais aussi numérique, et que donc, non seulement, enfin, je pense que la chose la plus importante aussi, c'est que les nouveaux gouvernements en Allemagne et en France, quand le président sera élu ou la présidente, soutiennent aussi la Commission et le programme très, très ambitieux de la Commission européenne. Et je pense que c'est ça, enfin, ça n'a pas été encore dit, mais je pense que c'est extrêmement important de faire en sorte qu'on redonne un peu plus de poids politique, je dirais, à la Commission. Parce que pour l'instant, ce que je vois de Bruxelles, et j'y suis, c'est que c'est surtout le Conseil qui décide et qui bloque, et que c'est vraiment problématique, et que la Commission a vraiment, en 2019, mis les bonnes priorités, à mon avis, surtout ce qui concerne la transition numérique et verte, et que ça risque de nouveau de bloquer au Conseil, et que je pense que c'est ça le plus grand problème, et que la France et l'Allemagne, avec un nouveau dynamisme, pourraient justement faire sortir l'Europe de cette espèce de status quo qui n'est pas du tout efficace pour l'instant. Danke, Sophie. Wir sprechen Merci, noch Sophie. On va continuer à parler de la démocratie, un sujet que je ne veux pas passer sous silence, c'est l'extrémisme. Nous allons en parler, surtout quand il s'agit des candidats à l'élection en France, mais en Allemagne, il y a également de l'extrémisme. Kerstin, tu viens d'écrire un livre sur l'Allemagne de l'Est, et malheureusement, le lien entre l'extrémisme et l'Allemagne de l'Est est quelque chose d'assez fixe dans la presse. Donc, j'aimerais savoir ce que tu en dis. Je pense que tu viens de Saxe. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce qu'on y pense tout de suite? Eh bien, bien sûr, en tant que journaliste, je pense que je suis également fautive. J'ai écrit ce livre parce que j'ai dit, on parle beaucoup de l'extrémisme, l'extrême droite, les tendances fascistes et tout cela, tout ce qui est extrême en Allemagne de l'Est.
Mais c'est un fait que plus de 80% des habitants ont une vie complètement normale, se lèvent, vont au travail, rentrent chez eux et vivent les joies que nous avons tous. Et l'extrémisme a augmenté dans toute l'Allemagne. On le voit quand on regarde les assassinats de NSU qui ont été planifiés en Thuringe et en Saxe-Vrai, mais ils étaient répartis dans toute la République fédérale. Aussi l'assassinat de M. Lübke il y a quelques années et également les manifestations que nous avons vues à cause du Covid, les conspirationnistes et les ésotériens, toutes ces choses-là. Et à Dresde, nous avons aussi une manif devant la maison de la ministre de la Santé de Saxe. Et il y a également le fait que les médias sociaux, par exemple les groupes Telegram, donnent lieu à des rendez-vous entre des personnes qui se réunissent et qui manifestent. Et en Allemagne de l'Est, il y a un terrain fertile pour tout cela. Mais après l'ouverture du mur, des extrémistes de droite se sont rendus en Saxe, sont partis vivre dans ces régions-là et ont trouvé un public qui les a appréciés. Le ministre-président de l'époque a dit, eh bien, les Saxons sont immunisés contre le fascisme et rien n'est possible. Mais de l'autre côté, 30 ans après la réunification, il y a de véritables problèmes structurels qui persistent. Il n'y a pas d'entreprise cotée à la bourse en Allemagne de l'Est et même les grosses entreprises comme à Jena sont parties à l'ouest. Il n'y a plus qu'une fondation à Jena. Donc, beaucoup d'Allemands de l'Est ont des bas salaires, des salaires minimaux ou ont perdu leur emploi, donc ils reçoivent que 80% de ce que reçoivent les Allemands de l'Ouest, avec une précarité. Ils vivent comme locataires dans des immeubles qui ont été rachetés par des personnes qui ont obtenu des crédits qui n'habitent pas dans ces lieux-là. Donc, c'est-à-dire que le citoyen lambda en Allemagne de l'Est paye un loyer à un Allemand de l'Ouest qui a la possibilité d'augmenter sa retraite ou ses revenus grâce à ses loyers. Et ces problèmes structurels persistent. Ce ne sont pas franco-allemands, mais germano-allemands et contribuent à ces tendances extrémistes à l'Est, plus grand à l'Est plutôt qu'à l'Ouest. Eh bien, c'est un petit peu frustrant d'être obligé de le résumer en quelques paroles, mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre de Kerstin. Hélène, pour rebondir là-dessus, tu es journaliste française, tu vis en Allemagne et tu vois les deux côtés en direct. Est-ce que tu as l'impression que l'extrémisme et aussi l'extrémisme de droite est pareil en France qu'en Allemagne? Est-ce que tu vois des similitudes ou des différences? C'est effectivement une réflexion très intéressante à avoir. C'est-à-dire que en France, on a un extrémisme de droite représenté par ce parti Front National, Rassemblement National, présent aux élections depuis extrêmement longtemps, présent dans le débat politique, dans la culture, presque dans la culture politique. Marine Le Pen fait un débat avec Emmanuel Macron à la télévision en 2017. Donc on a, je dirais presque, et d'ailleurs c'était la stratégie du Front National, de se dédiaboliser, d'apparaître avec un visage humain, d'être comme un parti comme les autres. Et j'ai l'impression que le mouvement radical d'extrême droite en Allemagne, il y a effectivement l'AfD créée en 2013, donc par rapport à la France extrêmement tard, mais ce mouvement existait pour autant, mais dans l'ombre, derrière les coulisses, dans des groupuscules, des gens qui se retrouvaient à l'Est, à l'Ouest, et des gens qui étaient extrêmement bien intégrés dans la société et donc qui ont pu infuser lentement. Et donc on n'a pas, entre guillemets, d'extrême droite institutionnelle, on a une extrême droite plutôt
en dehors des parlements. Maintenant, c'est différent avec la présence de l'AfD. L'AfD qui a tenté aussi un petit peu ce côté on veut être salon féiche, tout le monde peut discuter avec nous, invitez-nous dans les médias. Et puis, il y a eu une radicalisation les 3-4 dernières années, qu'on l'a vu pour le coup sous nos yeux avec l'attitude des parlementaires au Bundestag, dans les parlements régionaux. Une radicalisation qui fait que ce parti perd des voix dans certaines régions et en gagne dans d'autres. Donc, il faut voir comment est-ce que ça s'inscrit là et quels sont les soutiens dans la société civile de ce parti et de cette radicalisation. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été faits sur les phénomènes d'infiltration dans la société civile. Et donc ça, pour l'instant, en France, j'avais l'impression qu'on l'avait moins. Du fait de la présence dans les médias de ce parti Front National, puis Rassemblement National. Et puis, voilà, on n'avait pas ce phénomène dans les coulisses. Et puis, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, il y a eu l'apparition de candidats populistes de droite. On a aujourd'hui quelqu'un comme Éric Zemmour qui est candidat, qui était un polémiste, qui avait une plateforme sur les chaînes d'information en continu. Il faut faire du buzz, un discours anti-élite, un discours « je ne suis pas comme les autres, je dis les choses différemment », etc. Et je pense que la France est en train de rejoindre l'Allemagne sur la radicalisation dans l'ombre de ce milieu-là, en fait. Et on le voit, il y a maintenant une vraie menace. Ça se remarque aussi sur les groupes Telegram, et je sais que les renseignements français travaillent beaucoup sur la radicalisation de ces gens qui étaient des citoyens inquiets, finalement, et qui votaient Front National, et puis finalement se retrouvent peut-être, potentiellement, de futurs terroristes. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se rejoint, alors que jusqu'à présent, c'était quelque chose de très différent. Et sur cette campagne présidentielle française, où on a effectivement au moins déjà 2 candidats d'extrême droite, il faut voir dans quelle mesure, et actuellement, je considère que le phénomène est déjà très bien enclenché, dans quelle mesure la façon qu'ils ont de faire de la politique, cette façon de parler, cette façon d'aborder les thèmes, cette façon populiste, simplificatrice, racoleuse, puante souvent, de présenter les faits, comment est-ce qu'elle va diluer, comment elle va infuser le reste de la campagne, la campagne des autres candidats. On a pu le voir pendant la primaire des Républicains, qui avait cette façon qu'ils reprenaient un peu ces thématiques anti-Europe, taper sur l'Europe, la faute à Bruxelles, la faute aux étrangers, etc. Et c'est intéressant de voir que Valérie Pécresse arrive avec un texte un positionnement, un texte sur l'Europe en début de campagne. Il y a effectivement le futur potentiel candidat Macron qui va se positionner sur ce thème-là. Est-ce que l'Europe aura un grand rôle, ou est-ce que ça sera juste un repoussoir? Est-ce que l'Europe sera aussi un modèle? Est-ce que l'Europe donnera envie pendant cette campagne électorale? Ça, c'est toutes les questions que je me pose. Et juste pour revenir, parce que Sophie parlait tout à l'heure de la question de l'état de droit, effectivement, c'est une des priorités aussi de la présidence française d'aborder ces questions d'état de droit. Je me demande si c'est tout simplement réalisable dans le contexte de cette élection, où on a finalement des candidats qui vont se faire adouber par Orban, qui revendiquent une forme d'indépendance vis-à-vis des lois européennes et qui finalement applaudissent des deux mains les politiques polonaises ou hongroises. Je crois que nous pouvons donc rebondir sur la question que j'ai posée au début. La France en 2022, est-ce que la France sera encore une démocratie en 2022? Tu as déjà peint le portrait de la France. Emmanuel Macron sera sans doute candidat. Il ne l'a pas encore annoncé officiellement. Valérie Pécresse est la candidate des Républicains, Marine Le Pen pour le Rassemblement national et Éric Zemmour pour son parti, son mouvement Reconquête. Sophie, je crois que tu as levé la main. Vous pouvez bien sûr toutes deux répondre à cette question. Et toi aussi, Kerstin, tu souhaites dire quelque chose? Hélène? L'intervenant au cours de la discussion avait dit Frankreich is most likely to be. Sans doute le pays qui sera vraisemblablement plus démocratique l'an prochain. C'était cela. Après, en même temps, il n'y a que la France qui vote et la Hongrie. La question, c'est est-ce que la Hongrie est déjà passée dans le cas des pays non démocratiques? Donc, c'était ce point-là. Moi, je dis pour l'interrogation. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi dans le camp de gauche des candidats qui jouent sur cette corde populiste également, anti-européenne, Jean-Luc Mélenchon, possiblement aussi le candidat communiste. Il faut voir comment tout ça va se positionner. Sophie, was sagst du? Oui, je voulais juste faire un petit point
en tant que franco-allemande, c'était intéressant de voir cette période électorale, puisqu'il y avait d'abord les élections parlementaires en Allemagne, où on a quand même vu l'AfD à 10%. C'était quand même 2% de moins qu'en 2017. Ça veut dire qu'ils ne sont plus le premier parti d'opposition dans le Bundestag. Je pense qu'il y a une grosse différence entre la France et l'Allemagne, c'est la résilience institutionnelle de l'Allemagne et aussi le fait que justement le développement d'un extrémisme plutôt classique, comme on l'a vu avec le Rassemblement national, n'existait pas en Allemagne. Et je pense que ça, c'est un point très, très important qu'Hélène vient de faire. En France, le grand problème, c'est qu'on a quand même plus de partis politiques stables depuis 2017. Les socialistes sont à moins de 10%, les républicains aussi, à la base, on va voir. On a un paysage médiatique qui est quand même très différent et qui laisse justement des polémistes comme Éric Zemmour devenir candidat. Puis on a aussi un système électoral très différent, mais je pense qu'entre les 10% de personnes qui ont voté pour l'AfD et les 35% qui vont voter pour Marine Le Pen et Éric Zemmour, en regardant dans les sondages, on voit quand même qu'il y a une grande différence. Et c'est vrai qu'il faut avoir plus peur pour les élections présidentielles françaises que pour les élections parlementaires qu'on a pu voir en Allemagne, en sachant aussi qu'il y a quand même plus de confrontations et que le discours politique a quand même une autre qualité en Allemagne qu'en France, malheureusement. Un point sur l'état de droit, puisque ça vient d'être dit. En regardant la conférence de presse de Macron avec les priorités de la présidence française de l'Union européenne, il en a parlé en disant qu'il ne fallait pas diviser l'Est et l'Ouest. Il a très bien analysé le problème et il a dit aussi qu'il fallait utiliser des instruments qui n'étaient pas que des sanctions. Alors, je ne sais pas ce que ça veut exactement dire et je pense que oui, en 3 mois, on ne peut pas faire grand-chose. Ce que par contre, moi, j'ai vu, c'est qu'il y a quand même une grosse différence entre les paroles des gouvernements allemands autrefois et français et les actions. L'Allemagne et la France n'ont pas vraiment mis leur poids politique derrière des vraies sanctions ou bien des vraies mesures qui auraient fait en sorte qu'on ait un état de droit beaucoup plus fort en Pologne et en Hongrie. Ils ont laissé ça à la Commission en disant que c'était la gardienne des traités. Mais au Conseil, l'article 7, ça n'avance pas, les dialogues, ça n'avance pas. Donc je pense que c'est un peu la question, quel rôle veulent vraiment que les gouvernements français et allemands, l'état de droit joue. Enfin, voilà, il faut qu'ils trouvent une solution, à mon avis. Et je ne sais pas si ça va être Macron qui va faire ça pendant la présidence, ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que c'est un problème, on l'a vu surtout en octobre avec la décision du tribunal constitutionnel polonais qui a quand même remis en question la primauté du droit européen. Et ça, ce n'est pas une petite chose, c'est vraiment une espèce de Brexit en interne sans avoir décidé de sortir de l'Union européenne. Donc c'est vraiment une question ouverte et c'est vraiment en contraste avec ce discours beaucoup plus progressiste qu'on peut voir sur la réforme des traités européens. Je pense là, il y a vraiment un gros problème et qu'il va falloir résoudre parce qu'on est quand même 27 pays et que l'état de droit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut négocier comme une autre politique publique. Dankeschön. Wollt ihr noch was dazu sagen? Was ich vielleicht dann noch zu sagen Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je crois qu'il s'agit là d'une thèse extrêmement provocatrice de dire que la France ne sera peut-être plus une démocratie puisque nous assistons à une campagne électorale extrêmement démocratique. C'est la majorité qui décide. Je sais, le système n'est pas le même, mais je vois bien que les institutions ne sont pas aménagées de la même manière. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous assistons à une procédure démocratique. De nouveaux acteurs, c'est une des questions qui est évoquée en France actuellement avec une concentration médiatique dans les mains de quelques oligarques. Et on le voit par exemple avec l'émergence d'un immense groupe audiovisuel qui semble faire campagne pour Éric Zemmour et qui pourrait dominer, qui pourrait créer le cadre d'un non-débat démocratique. C'est une autre chose. Oui. Est-ce qu'on est encore dans la démocratie si à ce moment-là, le pluralisme n'est pas respecté? Exactement. Voilà. Et que le citoyen et les citoyennes peuvent s'informer ou ont accès à une information neutre dans le cadre de cette campagne. Je crois que Sophie, je fais un dernier point parce que je sais qu'on a plus beaucoup de temps. Peut-être un dernier point pour revenir là-dessus, on ne peut pas le savoir et bien sûr que c'est une élection qui est tout à fait démocratique. Après, il y a d'autres aspects et d'autres facteurs qui jouent dans une élection, bien entendu, parce que sinon, c'est une définition très, très mince de la démocratie. Si on dit qu'il suffit d'avoir des élections pour être démocratique, c'est aussi la qualité de la démocratie qu'il faut qu'on juge ici. Peut-être le dernier point que je voulais faire, qui, à mon avis, n'avait pas vraiment été discuté pour l'instant, c'est que je pense que le nouveau gouvernement allemand doit vraiment réfléchir à une stratégie pour savoir comment est-ce qu'ils vont réagir si jamais une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour vont être élus.
On ne le sait jamais, c'est ouvert. J'espère que ça sera un Macron ou une autre personne qui se retrouve dans la sphère démocratique des candidats. Mais je pense que le gouvernement allemand devrait vraiment réfléchir à comment est-ce qu'il pourrait faire avancer la politique européenne si la France se retrouve dans une situation avec un président qui a quand même beaucoup de pouvoir, qui serait non seulement antidémocrate, mais aussi anti-européen ou eurosceptique. C'était le dernier point que je voulais faire. Super. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen, deswegen Je würde crois ich que nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. C'est pourquoi je souhaite désormais faire un tour de parole de clôture un peu plus optimiste. Donc, quelle est la liste des to-do à l'heure actuelle pour les relations franco-allemandes? Et peut-être que chacune d'entre vous peut définir un to-do. En sortant de cet agenda de la présidence française, en sortant de cet agenda des élections en France, parlons de la société civile et des échanges entre la France et l'Allemagne. Je crois que c'est très important de continuer à beaucoup se parler sur des échelons totalement, donc que ce soit l'échelon local, l'échelon frontalier entre plusieurs pays, pour vraiment travailler sur cela. Il y avait une question aussi sur l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Je pense que là aussi, on peut avoir une vraie grosse discussion. Et si je peux donner peut-être un sujet à travailler tous ensemble sur ce terrain, c'est pour moi, et on le voit dans la crise des Querdenker ici en Allemagne, mais aussi en France avec les Gilets jaunes, travailler sur renforcer la compétence médiatique des deux populations. Essayer de comprendre que les journalistes ne sont pas forcément des ennemis et que discuter avec eux, c'est quelque chose sur lequel on peut faire avancer ses idées et faire avancer ensemble finalement des intérêts communs. Ich kann das eigentlich nur unterstützen. Ich würde jetzt noch wieder mehr Redezeit benötigen, aber Oui, je suis d'accord. Je n'aurai pas le temps de l'exposer en détail, mais à l'ère de la pandémie, nous avons besoin d'un échange et d'un échange d'égal à égal, d'échanges scolaires, apprendre la langue de l'autre pays, donc apprendre le français, apprendre l'allemand, notamment dans les régions frontalières qui ont été fermées en raison du coronavirus, donc de retourner dans ces régions, de renforcer le secteur culturel. Et oui, effectivement, le paysage médiatique en Allemagne n'est pas comparable avec le paysage médiatique en France, puisque nous n'avons pas de grands groupes concentrant le pouvoir. Il y a malgré tout de grandes familles dans le milieu médiatique, mais on constate toutefois qu'en Allemagne, les réseaux sociaux ne sont pas suffisamment réglementés et que de grands groupes déterminent le contenu de l'information et que nous avons effectivement parfois des rapports médiatiques tout blanc ou tout noir. Quand on parle des réfugiés, il faut également trouver des compromis. Il faut également poser la question du prix de l'énergie. Et quand on parle de ces questions, il faut effectivement adopter une posture d'ouverture puisque la population doit avoir accès aux informations, doit subvenir aux besoins de leur famille, et c'est la priorité. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, cela n'est plus aussi facile qu'autrefois. Ça a déjà été dit, donc je ne vais pas redire ce que vient de dire Hélène et Kerstin, mais je suis tout à fait d'accord. Comme je suis à Bruxelles, je vais regarder surtout la politique européenne, et pour moi, le plus grand to-do, c'est d'éviter un Meseberg 2.0 et de pas seulement regarder les relations bilatérales, même si elles sont très, très importantes, et je n'ai pas nommé le traité d'Aix-la-Chapelle avant, mais c'est extrêmement important, mais aussi de sortir justement du bilatéralisme et de faire en sorte que la relation franco-allemande joue de nouveau un rôle dans la politique européenne qui est beaucoup plus constructif. Donc j'aimerais vraiment avoir une feuille de route européenne avec des initiatives qui fassent en sorte qu'on réussisse à avoir une transition énergétique et verte, qu'on réussisse à la transformation numérique, et que la Commission, de nouveau, joue un rôle plus important dans la politique européenne. Et je crois que c'est seulement si la France et l'Allemagne travaillent ensemble et ont vraiment des initiatives beaucoup plus ambitieuses qu'elles ne le sont maintenant qu'on va y réussir. Voilà. Vielen Dank euch dreien. Ich werde mich Merci à tous les trois. Je vais essayer de résumer notre débat sans pour autant être exhaustive. Donc, la liste des to-do franco-allemandes. Il y a de grandes questions, la question de la croissance en faveur du climat, la politique de la sécurité, la société civile, renforcer la compétence médiatique
étant donné que la liberté d'expression est la base de la démocratie et la démocratie est la base de la coopération franco-allemande et de la coopération européenne. Merci beaucoup.